Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur Saint Seiya Santia Show. Aujourd'hui, on va bien sûr attaquer l'épisode 9 qui est sorti cette semaine. L'épisode 8 a été une sacrée débat qui a fait couler beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé. Est-ce que cet épisode 9 rattrape l'épisode 8 si c'est possible de le faire? Est-ce qu'on aura le droit, oui ou non, à un dernier épisode 10 épique et plutôt bien réalisé et à une fin de cet anime décliné en 10 épisodes un petit peu mieux que son milieu qui a été vraiment bâclé? Eh bien, on décortique tout ça dans cette vidéo, on est parti. Donc, comme d'habitude, on va faire ça scène par scène et on commence par l'opening qui s'ouvre sur deux séquences, on peut dire, qui étaient présentes dans l'épisode d'avant. C'est le combat Ayolia contre Saga, qui va se passer un petit peu mieux que prévu, on va en parler, qui sera un peu moins en mode plan fixe. C'est d'ailleurs un peu la grosse force de cet épisode. Il y a quand même une grosse amélioration en termes d'animation, je trouve. Les dessins restent inégaux, ça se remarque très rapidement, dès le début, avant même que l'OAV démarre, etc., que l'opening vraiment démarre. On le voit, les scènes qui aussi, il y a Shoko qui se fait téléporter dans le temple d'Eris par Mu, c'est moins beau que Ayo et Saga, c'est moins propre. Donc déjà là, en quelques secondes, on se rend compte que l'épisode va certainement suivre ses prédécesseurs et être assez inégal au niveau des graphismes. Et ce sera le cas. Hein. Donc bon, là, l'opening se passe, des plans assez bons et des plans plutôt moirds. On commence, première scène, mini-scène, c'est Shoko qui avance dans le temple d'Eris en défonçant des trash mobs, clairement on s'en fout. Et on découvre alors dans une petite séquence, hein, oh là là, émotion, gros twist que tout le monde savait déjà, Kyoko a effectivement dit à Shoko, murmuré à Shoko, qu'elle devrait la terrasser pour sauver l'humanité. On s'en doutait, on le savait, voilà, il nous le ponctue. Pendant ce temps, au sanctuaire, on a des randoms chevaliers fantômes qui se font latter les couilles par du fanservice, en la personne d'Aldébaran, deux chevaliers mal exploités dans l'anime qui réapparaissent par magie pour venir se mêler à l'action de fin, c'est pas plus mal. On découvre que Mu a un pouvoir télékinésique qui lui permet de communiquer avec Aldébaran. Jusque-là, rien de nouveau, mais aussi d'acquiescer avec la tête sans parler et Aldébaran comprend le message. Bon, là, je vais vraiment tortiller les mouches. Enfin, voilà, une grosse séquence fanservice pas très intéressante. Par contre, on continue à développer l'intrigue dans cet épisode et on apprend dans cette conversation, si on peut dire, entre Mu et Aldébaran, que Eris projette de collisionner les deux bâtiments divins, donc l'Éden noir et le sanctuaire d'Athéna, les 12 palais, etc. L'intrigue prend une tournure bizarre. On va pas se le cacher, on va y revenir niveau cohérence, ça se tire un peu dessus, hein, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, en gros, Eris est réapparu à cause des conflits. Les humains ont généré des conflits à cause d'Athéna, déesse de la guerre, etc. Ça lui a donné sa force. On apprend que plus les Saints se battent, plus ils combattent Eris, plus ça augmente sa force parce que ça génère des conflits. Mais s'ils le font pas, Eris prend le pouvoir et sème la destruction. Alors déjà là, c'est un peu branlant. Mais quand on apprend que Eris veut faire collisionner les deux bâtiments divins pour que ça fasse un gros boom et que ça augmente les conflits qui soient générés, comme si la collision de ces deux bâtiments divins générait d'une quelconque manière plus de conflits, ok, mettons, je trouve que ça part un petit peu en vrille niveau scénar. Donc on a de nouveau une petite partie fanservice, hein, c'est Shaka qui se mêle un peu à la conversation et qui lui dit qu'il a ressenti que c'est plus que ça. Si elle veut faire ça, c'est pour générer plus de conflits. Donc, deux bâtiments divins qui pètent, ça génère plus de conflits. De toute façon, s'ils combattent Eris, ils augmentent sa force. S'ils la combattent pas, elle prend le pouvoir. Globalement, c'est win-win. Hein, au niveau stratégie, Eris, elle est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Honnêtement, c'est pas super fantastique à ce niveau-là. Cet épisode a globalement une aura étrange, parce qu'il oscille entre des scènes qui sont assez intéressantes et des scènes plutôt what the fuck. Nous sommes donc de retour dans l'Éden noir avec une des deux scènes what the fuck de l'épisode, si on veut. En anime, ça rend vraiment chelou, mais on a le droit à une Eris complètement dénudée, asexuée, dans son jardin d'Éden, qui tente de séduire Athéna un petit peu. Peut-être à la base une petite référence hein, à la tentation du diable envers Jésus, etc. On est toujours dans ce champ lexical de l'Éden, la pomme, ok. Quoique pour le coup, ce serait plus une référence à Lucifer, à la limite. On est dans du Saint Seiya Inception. Est-ce qu'on a une référence à l'OAV Lucifer dans Santia Show avec la séduction qui fait référence à la Bible? Je m'égare complètement. Bref, elle propose à Athéna, grosso modo, de lui laisser la terre parce que... En gros, c'est ça, hein. En substance, c'est ça. Elle lui dit parce que si tu te soumets à moi, si tu me laisses la terre, eh ben, il y aura plus de morts en ton nom.
En gros, les Saiyans vont arrêter de se battre pour Athéna, donc de mourir. Ok. Et parce que... Voilà, on n'en saura pas plus parce que... Il y a par contre dans cette scène quelque chose que j'ai trouvé très positif, c'est qu'il y a une vraie ambiance Twilight Zone. Il y a une aura bizarre, on sent l'omniscience d'Eris Kyoko qui est là, qui est chez elle, qui peut se déplacer un petit peu au niveau de ses placements dans l'espace, etc. Je trouve qu'il y a une ambiance qui rend bien. Il y a un petit côté justement comme ça, aux frontières du réel, ça se passe. Ça se passe plutôt bien et c'est pour ça que je dis que cet épisode est assez particulier, parce qu'il oscille entre des scènes intenses, des scènes qui ne servent à rien, et ce genre de scènes bien mises en scène, mais mal écrites. En plus de ça, la musique vient vraiment renforcer cette sensation d'omniscience de Eris, cette sensation de surnaturel. Vraiment une scène que j'ai trouvée, comme je vous ai dit, très très bien mise en scène. On retourne sur le combat Aiolos Saga, un combat qui ne se déroulera pour finir pas en plan fixe. J'ai été un petit peu méchant. C'est peut-être une des parties les plus intéressantes de l'épisode. On a beaucoup de fanservice. On a un Aiolos qui se fait mettre en PLS par un Saga ressuscité, un Neville. Saga, bien sûr, ressuscité bien plus fort que les humains, puisque ressuscité par Eris, un demi-dieu, voire un dieu, selon ses propres propos. Il met bien sûr Aiolos en PLS. Des Galaxian Explosion, en veux-tu, en voilà. Il faut rendre à Athéna ce qui est à Athéna. Et là, je trouve que les Galaxian Explosion sont bien rendus. La plupart sont bien animés. On est bien dedans. Aiolos se fait défoncer. On voit toutes les planètes. C'est pas trop dégueulasse. Il y a quelques plans qui sont quand même un petit peu inégaux par rapport au reste. Mais globalement, ce combat passe bien. Donc on a ce combat qui passe plutôt bien. Et là, on a la deuxième grosse scène. What the fuck de l'anime. Surtout si t'as pas lu le manga. Eh bien, il y a l'arrivée d'Elda Schwarzenegger. Puisque, suite au combat d'Aio et de Saga, il y a une partie du temple qui s'écroule. Xiaolin qui se retrouve en difficulté, suspendu dans le vide. Et là, mais l'apparition, si je pouvais vous la mettre, si la Toei me laissait vous mettre la scène, ce serait fantastique. Vraiment, Xiaolin dans le vide, vrombissement de moto au loin, elle se tourne. Elda Senpei, on comprend par le mot Senpei que c'est probablement la prof de Xiaolin. Moi, j'ai compris ça comme ça dans l'anime. Je parle pas du manga, voilà, comme toujours. Et la scène fantastique de Elda, la 5e Santia. Et oui les amis, la 5e Santia qui débarque sur sa moto avec un plan tout bidon à l'américaine où elle saute, elle récupère Xiaolin, etc. Et là vous me direz, mais c'est n'importe quoi, ils ont même pas introduit Elda. Et si, souvenez-vous les amis, lorsque nous revoyons Juan et George, un tout petit peu avant dans l'épisode, ils font référence à une certaine Elda qui aurait vu juste. Voilà l'introduction de la 5e Santia Show, car oui, il s'agit bien de la 5e Santia Show du Big Five qui débarque sur sa moto. Elle n'arrive pas du futur, mais elle arrive clairement du manga par contre. Il manque un personnage, j'en avais parlé, qu'on voit arriver aussi dans une scène qui dure à peu près 5 secondes. C'est Katia de la Couronne Boréale qui revient pour qu'on ait le Big Five réuni. On verra enfin des personnages qu'on a très peu vus se battre. Des scènes filler, clairement. Ils ont dû ramener ces deux Sentia pour le combat final de l'épisode 10. L'introduction, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a lâché. Elda, comme elle arrive, j'ai juste souri. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça m'a fait marrer, donc j'ai pris du plaisir. Mais concrètement, c'est bidon, c'est bidon. Mais voilà, quoi. Enfin, ça, je vous laisse un peu juger. Moi, l'apparition vraiment Elda Schwarzenegger, quelque part, j'ai kiffé. Ça m'a fait un petit peu rêver, mais je sais que c'est bidon. Donc après cette fabuleuse séquence demi-finale, non c'est pas ça, retour au combat de Shoko et de Rigol d'Orion qui réapparaît, qui nous rappelle un petit peu le déroulement des faits, qui met Shoko face à ses démons, un échange plutôt intéressant, puisqu'elle va comprendre que Rigol n'est pas foncièrement mauvais, mais très attaché à Kyoko, peut-être amoureux d'elle, on avait vu qu'il y avait des flashbacks, etc., qui se connaissaient depuis longtemps. En tout cas, il fait bien comprendre à Shoko que c'est pas Eris qui contrôle le truc. C'est Kyoko qui a choisi ce chemin et lui, il la suit. Si c'est ça qu'il doit faire, même si c'est à contre-cœur, même s'il a compris et on le sent au fond de lui qu'elle n'a pas choisi le bon chemin, eh ben il va la suivre jusqu'au bout. L'échange est pas si mal, ça met Shoko face à ses contradictions une bonne fois pour toutes. Elle se rend compte aussi de sa faiblesse potentielle et on a bien sûr la scène classique, un buff qui arrive. Cette fois-ci, c'est Mayura qui s'y colle, qui va arriver en séquence flashback et qui va donner un gros buff de détermination à Shoko. Meilleur combat de l'anime, clairement je le dis. À ce moment-là, commence le vrai combat Shoko-Rigol, c'est assez court, mais globalement, c'est un des combats les mieux faits, j'ai trouvé, les plus dynamiques, les mieux animés, et ouais non, ça suffit, dynamique et animé, et franchement, c'est vraiment correct comme combat. Ça aurait
pu être mieux, bien entendu, mais vraiment, ce combat-là est pas dégueulasse et il fait plutôt plaisir. Bien entendu, Choco vient à bout de Regal grâce à la puissance de la volonté et de la détermination et des météores du petit cheval. Et séquence suivante, pendant ce temps, chez Saga, du fanservice débarque pour sauver Aiolos. On a Milo du Scorpion et Aiolos en face de Saga des Gémeaux en mode Evil. Ça promet une grosse baston pour l'épisode suivant. Et ending de l'épisode sur lequel je suis obligé de m'arrêter pour souligner quand même la darkitude de Sanseiya Santiacho. Qui eût cru que dans Sanseiya, on aurait eu un plan en 2019 de Eris qui tient la tête coupée d'Athéna sous son bras. Alors on peut bien sûr imaginer que c'est une projection ou quelque chose comme ça, mais même le plan existe, je vous le mets là, je suis obligé. J'ai trouvé ce plan excellent. J'ai trouvé ce plan très très bien parce que c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout au long de ces reviews. Ça m'inquiétait beaucoup au début, le côté schoolgirl. Vraiment, vraiment, ça m'inquiétait. C'était juste dans le premier épisode. C'est devenu de plus en plus dark, de plus en plus noir. On peut reprocher énormément de choses à Santiacho, mais une chose est sûre, on ne peut pas lui reprocher son ambiance. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui est acquis et qui a été bien fait dans le manga. Ce plan, rien que ce plan, rattrape toutes les scènes schoolgirl et humour bidon de Tatsumi God Close. Franchement, c'est vraiment un très bon ending. Moi, j'ai kiffé. Et voilà, le combat final va pouvoir commencer dans l'épisode 10, dernier épisode de cette première saison, premier arc. Je ne sais pas si on en aura d'autres, j'ai quand même des doutes. Cet épisode était mieux. Il était bien mieux que le dernier. Malheureusement, on y retrouve quand même les défauts inhérents de la série. Un rythme trop soutenu, des événements qui vont trop vite et qui sont trop peu détaillés, une inégalité dans les dessins et les animations. Même si globalement c'était meilleur, c'est difficile de dire que c'était vraiment bon. On ne peut pas rattraper un mauvais épisode. C'est impossible. Les mauvais épisodes vont s'intégrer dans l'ensemble de la série et va définir la valeur de toute la série. Est-ce que cet épisode rattrape l'épisode d'avant? Je pense pas que c'est possible, comme je vous l'ai dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous permet d'espérer pour le dernier. Il me permet d'espérer, en tout cas moi personnellement, qu'ils apporteront un certain soin à l'épisode 10 pour nous proposer justement quelque chose de beau, au moins. À défaut d'être vraiment intéressant. Parce que qu'on se le dise, l'intrigue là qu'ils nous ont foutu, c'est une péniche montée sur un bateau, quoi. C'est vraiment pas intéressant. C'est un truc hyper global, hyper convenu. Ils nous l'ont martelé depuis le début, depuis l'épisode 1, quasiment à chaque épisode la même rengaine. Pas de surprise, rien de fantastique. Cette espèce de truc, ok, avec les collisions, tout ça, c'est vite amené. C'est très très vite amené dans l'anime. Trop vite amené peut-être pour qu'on puisse vraiment comprendre les tenants et aboutissants. On voit bien un espèce de schéma à la con comme ça qui a été dessiné dans une salle de scénario pour vite raccourcir tout ça et simplifier. On a l'habitude de la simplification scénaristique, surtout dans les animes. C'est normal, il y a moins de temps pour faire beaucoup de choses. Mais là, franchement, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir bâclé comme ça la fin du scénario. Ils auraient pu faire moins de rebondissements et plus s'appliquer sur le début. Heureusement, c'est rattrapé par un petit peu un niveau graphique supérieur, des combats un petit peu plus intéressants et bien sûr, on va pas se le cacher, une grosse dose de fanservice qui fait plaisir. Oui, il y a Aldébaran qui défonce une vague de random mobs. Et ben voilà, ça fait kiffer, mais ça de nouveau, c'est mon petit côté fanboy. J'espère que cette review vous a plu. On attend la semaine prochaine pour la dernière review. Ce sera le grand final de Santiacho saison 1. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, partager la vidéo, partagez vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tout le monde.